Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux séries éliminatoires de la Coupe Stanley. C'est une marque de reconnaissance de la part de tes coéquipiers parce qu'eux te choisissent en fait un leader. Tir dévié bloqué par Roy. Tchaikovsky à haute. C'est quel arrêt encore? Roy est super. Et le match qui prend fin. Et le Canadien qui gagne la Coupe Stanley. Un des grands retours dans l'histoire du hockey moderne. Bienvenue tout le monde dans cette nouvelle édition du podcast Les Glorieux. Je vais gagner ton animateur et avec moi, j'ai le plaisir de recevoir Richer Cloutier. Salut Richer. Salut JB, ça va bien? Ça va très très bien. Premièrement, t'es un gars bien occupé dans le domaine du hockey. Juste, peux-tu laisser des jobs à d'autres mondes, s'il vous plaît? On dirait que t'es as toutes. Peux-tu faire juste la nomenclature de tous les jobs que tu occupes en lien avec le hockey à l'heure où est-ce qu'on se parle? Présentement, je suis directeur communication marketing, descripteur de match pour le Phoenix du Collège de Sablon-Vin, M183A. Je suis analyste hockey avec l'Armada de Blainville-Boisbriand. Les 2 dernières saisons, j'ai été descripteur des Lions de Trois-Rivières. Je suis aussi descripteur des Black Bees de Montréal, USPHL. Je suis descripteur et annonceur maison pour l'assurance de Joliette dans la Ligue nationale de hockey-ball. Ça fait beaucoup de hockey dans l'année. C'est clair. Puis comment tu fais pour... tu sais, il doit y avoir des conflits d'horaire. Là. Il y a training 7 soirs par semaine. Là. À un moment donné, il doit y avoir des matchs qui ont lieu en même temps. Comment tu fais pour choisir tu vas faire quoi? Des conflits, il y en a eu. Des fois, ça a paru pire que c'était. Mais je vais donner un exemple. Je vais souvent prioriser le match à domicile. OK. Comme si, mettons, je vais donner un exemple. L'année passée, les Lions jouaient à domicile, j'allais au Lions. Si le Phoenix jouait en même temps sur la route, j'avais la game qui était sur mon ordi, puis je la suivais à distance pour faire mes infographies entre les périodes. Quand l'Armada jouait, mais j'avais pas le choix, je laissais mon collègue Cédric Blondin tout seul. Puis les Black Bees, souvent, eux autres, ils jouaient juste le samedi. Fait que ça, j'ai fait pas beaucoup. Sinon, j'avais mon collègue que je salue, Benjamin Hull, que lui qui était comme un peu ma doublure, que quand j'avais trop de conflits, il est très bon, Benjamin, fait que je l'envoyais à ma place à certains endroits. Puis le deck, mais ça commence quand la glace finit. Fait que Ouais. j'ai réussi en démêlant tout ça un peu, j'ai réussi à m'y faire, mais oui, c'est vraiment un casse-tête au début de la saison. Ouais. Est-ce que tes diverses collègues, quand tu vois que oh non, Richer, il a un job, va être pogné pour faire des remplacements, ça serait... est-ce que ça devient complexe pour eux autres aussi ou dans le fond, ils s'accommodent bien de tes disponibilités? Ça s'accommode quand même bien. Là, on se parle bien. Puis justement, c'est qu'en ayant les jobs, mais ils savent déjà qu'il y a des matchs de remplacement. Fait que une job que j'ai, ils savent que ça peut être une opportunité pour eux autres aussi de pouvoir me remplacer à certains moments. J'avoue. OK, je veux... d'habitude, je recule, j'essaie d'aller le plus loin possible dans les souvenirs de la personne pour savoir, tu sais, c'est quoi son background par rapport au hockey. Fait que je vais te demander, c'est quoi ton souvenir le plus lointain relié avec le hockey? Comme ça donne une idée au monde, c'est quoi ton âge aussi en même temps. Là. Ouais, c'est ça, parce que à mon âge, je le dirais pas tout de suite, mais dans le background, c'est quand même rare. Mais du plus loin que tu sais, quand j'étais jeune, là, 7, 8, 9 ans, j'étais toujours le petit fatiguant à la maison qui parlait par-dessus les games que j'écoutais. Moi, j'écoutais le Canadien, puis je parlais par-dessus, là, j'enlevais le son, puis je parlais. C'est à partir de là, j'ai toujours su que je voulais faire ça. J'adore le hockey, je pense que mon hiver, c'est la patinoire, mais le talent, il est pas là, malheureusement. Puis pour moi, c'est pas une excuse de pas rester dans le monde du hockey. Donc, il fallait que je me trouve une autre passion, puis une façon de rester accroché dans cet univers-là. Ça a commencé de même, bien jeune, tu parles par-dessus, tu parles d'expérience. Ma première expérience, j'ai commencé quand j'avais 15-16 ans. On avait commencé un podcast, on faisait des après-matchs avec le Canadien. On regardait tous les matchs, on faisait nos analyses. Puis de la partie de là, ça a commencé, il y a eu, quand j'étais en secondaire 4, il y a eu la pandémie. Puis notre podcast, il tombait le jour de la date limite de la transaction. Je vais voir le directeur d'école. Peux-tu m'ouvrir une classe? Je vais pouvoir faire sur l'heure du dîner avec mes collègues le podcast. Il dit, je vais t'arranger ça. Il m'emmène voir le gars de communication.
que je salue Mathieu Beaune, à qui j'en dois beaucoup pour ma carrière jusqu'à présent. On commence à jaser, tranquillement de même. Ça finit là. Après ça, la saison finit. C'est la saison qui n'a pas eu de hockey au niveau junior, midget. C'est la saison COVID qui a été annulée. Mhm. Fait que, ça s'arrête un peu là. Quand je suis arrivé en secondaire 5, on a recommencé. Là, ça a commencé à reprendre tout le hockey. Puis Mathieu, qui était le descripteur dans ce temps-là, il y avait un empêchement. Moi, je suis censé remplacer 2 games. J'ai jamais encore décrit une seule game de ma vie. Tu sais, je le fais sur la télé. Mais à part dessus, j'ai jamais fait ça. Je me jette dans la gueule du loup. La game va quand même bien pour quelqu'un qui commence, là. La game va quand même bien. Je fais ma deuxième. Finalement, on va te rappeler. Puis j'ai fini la saison. J'ai commencé. Ça te tente-tu d'écrire des articles de match? Oui. Commencé à aller sur la route. Ça finit de même. La saison finie. La saison d'après, ils me disent ça te tente-tu de gérer les médias sociaux? J'en ai aucune idée c'est quoi. Je dis ben oui, OK. Je tombe coordonnateur communication. C'est moi qui fais les articles. Dans ce temps-là, j'avais un collègue graphiste. Je dis un peu, il m'a envoyé ses templates. Moi, j'ai modifié, je faisais ça. Fait que ça a fini comme là. Fait que, je te dirais à 16-17 ans, c'est là que j'ai commencé vraiment comme il faut à décrire des matchs au niveau M18. Après ça, tout s'en est déboulé. Mathieu, comme je te parlais tantôt, qui était le gars de com à mon école, est devenu coordonnateur à l'Armada. Saison d'après, ça te tente de venir avec nous, créer des articles de match. Parfait. Là, je réajoute une deuxième équipe. Fait que là, ça se passe bien. Je tombe la saison d'après, les Lions, il y avait besoin de quelqu'un. Fait que, il m'a envoyé au Lyon. Première game en radio à Cogeco. Si tu veux, plus tard, je te raconterai quelques anecdotes qui s'est passées pendant ces matchs-là. Ouais. Mais après ça, tout déroule. Ça finit, je fais mes 2 matchs avec les Lions. Ça finit pour cette saison-là. Saison d'après, les Lions, ils ont besoin de quelqu'un à temps plein. Fait let's go. Ils m'appellent, je dis oui, j'accepte. Fait que je split quelques matchs avec Mathieu, puis c'est nous qui fait la saison complète. Après ça, il y a un de nos assistants coach au N18. Lui, il est devenu entraîneur-chef au Black Beast. Il a parlé de moi à son proprio. J'ai accepté le contrat. Dans LNHB pour l'été, c'est quelqu'un qui est proche de la famille, qui a vu ce que je faisais bien-temps. De tout là, de mes 16-17 jusqu'à mes 21 ans jusqu'à présent, ça ressemble à ça le parcours. Mais qu'est-ce que j'aime? C'est moi, je suis allé faire mon cours en communication à Promédia. Mhm. Puis, une des phrases qui m'a plus accroché, c'est quand le directeur il a dit à l'ensemble de la classe, c'est jamais à qui tu parles. Fait que ça, c'est une leçon que j'ai pris autant à Ségaritas. Tout ce que j'ai commencé, c'était le gars de communication de mon école. Mhm. D'habitude, c'est quelqu'un de bien normal. Mais, on a commencé à parler, puis ensemble, il a bien vu que j'aimais ça. Puis de là, tout déboulé. Mes contrats jusqu'à présent sont pratiquement tous reliés à cette rencontre-là dans le bureau au collège. Ouais. Ben, ce que je comprends, c'est que tu n'as pas eu besoin d'envoyer beaucoup de CV dans ta vie, là. Les gens pensaient à toi parce que le bouche-oreille se faisait, puis tu étais relié aux bonnes personnes au bon moment aussi, là. Oui, ça a tout tombé un concours de circonstances pour remplacer 2 games, puis je suis rendu... je recommence ma 5e saison cette année, là. Mhm. Ta formation en Promédia, moi, j'ai connu une seule autre personne qui a fait des études là, qui était une collègue de travail pendant quelques années. Je veux que tu me parles de ça. T'as su que ça existait comment? L'inscription, ça ressemble à quoi, la formation que tu as suivie? Dans le fond, moi, mon plan initial, c'était d'aller faire l'ATM à Jonquière, qui est un peu le chemin qui est tracé quand tu vas voir l'orientrice. Il n'y a pas 10 000 écoles qui offrent en communication. Fait que je m'en allais là. Mais en même temps, on the side, j'ai commencé le Phoenix, j'ai commencé l'Armada. Fait que je commençais à avoir quelques opportunités qui faisaient que je me posais la question, est-ce que je veux dire non à toutes ces opportunités-là pour m'exiler à Jonquière? J'aurais pu avoir une opportunité avec les Sags, les élites là-bas, mais tout le monde le veut là-bas. Donc, c'est déjà là une guerre plus difficile. Et c'est mon père qui l'a trouvé. Dans
cette année-là. Je pense que l'année d'avant, c'était le 40e. Fait qu'il y avait beaucoup de publicité qui roulait là-dessus. Tu sais, les Félix Séguin l'ont fait. Jean-Christophe Bertrand, tu sais, des gens quand même dans le milieu qui l'ont fait. Je passe l'audition, je suis accepté à l'école. Puis c'est là que j'ai commencé. La formation, j'ai vraiment aimé ça. Tu sais, c'est du 85% du temps, c'était dans les studios. T'as un peu de théorie en partant, le premier cours, puis le reste, les 2 autres cours de la semaine, c'est que t'es juste dans les studios, puis c'est des gens qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est des gens dans le milieu. C'est des Marianne Saint-Gelais, puis des gens qui ont des sportifs de haut niveau qui ont connu la game en tant que joueur, en tant que journaliste par la suite. Donc, c'est vraiment des gens, tu sais, c'est du concret. C'est ça qui me fait pencher la décision d'aller à Promédia. Mm-hmm. Puis, à Promédia, est-ce qu'il y a des gens là-dedans qui sont devenus des contacts qui, par la suite, t'ont ouvert des portes ou... Pas jusqu'à présent. Il y a des gens qui sont devenus des confrères de ligue. Il y en a 2 qui sont actuellement dans le M18, 3A. Il y en a un qui ça a été mon metteur en ondes quand j'ai fait mes premières games à BPM. T'sais, il y a des gens que je côtoie encore, mais jusqu'à présent, opportunité, non. OK. Je veux revenir sur les différents postes là, que tu as. Tu parles beaucoup de description, mais avec le Collège Esther Blondin, tu es le directeur des communications et du marketing. Je veux comprendre qu'est-ce que ça fait un directeur com et marketing pour un club M18 3A. Parce que c'est une ligue qui n'est pas partout au Québec, mais qui est quand même bien, qui représente bien. C'est le niveau avant la LHJMQ, fait que ça reste quand même moins connu. Qu'est-ce qui est le fun avec le M18 3A? Tu as une visibilité, mais tu as une limite. Mm-hmm. Donc, dans le sens que tes premières visibilités, c'est là que tu les as, puis c'est là qu'il y a un peu le temps de faire des erreurs. T'sais, pas des erreurs majeures, mais une petite erreur comme celle-là, ça peut passer. Donc, c'est une ligue de développement pour les joueurs, mais autant dans le sens des coms. Mm-hmm. C'est là que j'ai pu faire mes tests, mais qu'est-ce qui m'aide? C'est là que j'ai écrit mes premiers communiqués de presse, mes premiers points de presse, je les ai faits là. Qu'est-ce que j'ai aimé, c'est qu'un de nos entraîneurs adjoints, sa blonde, elle travaille pour des relations publiques. Donc, elle regardait toutes mes affaires, puis après ça, elle pouvait me donner du feedback. J'ai aimé ça. On a travaillé sur beaucoup de choses ensemble. Là. Premier match que j'ai fait, je m'emballais beaucoup. Fait on va calmer tes ardeurs. Fait ça m'a vraiment beaucoup aidé. Puis si on compte vraiment strictement communication marketing, c'est beaucoup aussi pour les joueurs. Souvent, c'est leur première entrée jusqu'au junior majeur. Je te donne un exemple. Les 2 dernières années, on a eu Alexis Joseph qui est venu au Collège Esther Blondin. Et lui, c'est la première fois que je voyais autant d'attention vers un joueur. Mais ça reste un kid de 14-15 ans. Mm-hmm. Donc, rendu là, c'est de lui l'aider à avoir de l'attention, gérer son attention. On dit oui à certaines personnes. Des fois, on dit c'est pas un non, mais on va le mettre dans un moment plus opportun qu'on va le laisser dans sa game. Mm-hmm. Et là, ça a bien été. Fait que c'est d'accompagner les jeunes qui vont prendre leur première entrevue. Des fois, c'est le fun, tu as une entrevue, mais tu as 15 ans, tu n'es pas toujours conscient de ce que tu dis. C'est de conscientiser les jeunes que tu dis ça présentement, toi, ça peut avoir l'air plus tard, mais que tu arrives junior, ça se peut qu'il y ait des conséquences plus graves. Donc, c'est vraiment les accompagner du début jusqu'à la fin pour les aider à s'exprimer. C'est pas tout le monde, là. Surtout, justement, au Collège Esther Blondin, le Phoenix, on pousse vraiment, justement, pour que les médias sociaux, tout, ils soient habitués à ce rendre-là. Et j'y suis partout sur la route. Je leur laisse dans leur bulle, mais en même temps, je leur montre que si tu perces plus tard, tu vas avoir des caméras d'en face, puis je les aide à affronter ça, dans le fond. Ouais, puis tu sais, faut pas oublier que l'Internet n'oublie jamais rien, là, fait que ce que tu dis à 14 ans peut être ressorti plusieurs années plus tard. Tu sais, on se souvient il y a un espoir il y a 2 ans qui était bien poussé par Simon Snick Boisvert, qu'il y avait eu des publications problématiques avec un symbole nazi, puis tu fais comme il y a 15 ans, tu sais, c'est un petit cul, puis il comprend probablement pas la portée de son geste, mais malgré tout, plusieurs années plus tard, au repêchage, c'était revenu dans l'actualité parce que il avait un profil de haut niveau. Là, c'est un espoir de haut niveau. Fait que
sais, tout est scruté là, après ça. Là. Fait que j'imagine que ce genre de coaching-là est bien important pour les jeunes de comprendre que tu n'auras pas toujours 14 ans, puis ce que tu écris là, ben, ça va rester avec toi pendant longtemps. Là. On a tous des amis avec des... Moi, je suis de la génération, les premières adresses courriels que les gens avaient, là, puis qu'il y a des affaires de sexy, pas tant de choses. Tu fais comme... Ben, tu t'enverras pas ton CV avec ça, là, cette adresse-là. Là. Comment tu vas faire pour communiquer avec ton boss? Comme pense plus loin que le fait que tu as 12 ans et tu as accès à te créer une adresse courriel. Là. Ça serait le fun si ça puisse te servir plus tard et que ça soit pas gênant. Ceci étant dit, toujours du côté de la Ligue M18 3A, tu as été récipiendaire du trophée Bertrand Raymond pour le reportage de l'année. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, ce trophée-là? Qu'est-ce qui t'a valu cet honneur-là? Oui, ça aussi, ça a été une de mes très belles expériences. Dans le fond, depuis 3 ans, j'ai un concept qui s'appelle Direction Repêchage, que je prends un joueur puis je le suis dans son année jusqu'à son repêchage. La première année, je l'avais faite avec Anthony Flanagan. C'était vraiment mon premier. Il y avait des choses à peaufiner. L'année d'après, on a eu Jaden Plouffe, repêché 6e au Saguenay, qui a été échangé au Phoenix de Sherbrooke. Lui, dès le début, il est embarqué. Et qu'est-ce qui est le fun avec le 18, c'est la proximité que tu as avec les familles. Mm-hmm. C'est là que tu crées les premiers liens, puis tout de suite avec Jaden, au précamp, ça a cliqué. Arrivé quand il a fait l'équipe avec ses parents, ça a cliqué. Je m'entends très bien avec eux. Je commence à suivre Jaden. Je prends des clips de lui un peu partout dans sa saison. Je suis comment ça va très bien. Là, tu vois qu'il est quand même listé assez haut. Je discute avec ses parents. Est-ce que ça vous tente d'embarquer? Fait que oui, on fait des entrevues. On fait le tour un peu de sa carrière, de lui. Ça, rendu au repêchage, lui, c'était à Moncton. Moncton, c'est un peu loin. Moi, je voulais y aller. Là, fait que là, je disais, bon, je vais y aller en auto. Mais en même temps de discuter, son père, il me dit, ben, viens avec nous autres, viens faire le voyage avec nous. Fait que, parfait. Avec toutes les affaires. Je suis du voyage avec eux autres. Je suis à l'aéroport, je suis dans l'avion avec eux autres. Ma chambre d'hôtel est dans le même hôtel qu'eux. Puis je le suis vraiment toute la journée jusqu'à son repêchage. Je suis allé prendre des shots de lui quand il marchait à Moncton. Je suis allé prendre des shots de l'aréna. Rendu dans l'aréna, lui, il est mic'd up. Je le suis partout en coulisses. Fait que ça a vraiment été une belle expérience pour moi. Là. Tu te ramasses à Moncton à suivre un joueur. Et vraiment, tu vois son évolution du jour 1 jusqu'à temps qu'il est appelé par les Saguenay-Chicoutimi avec tous les insights que tu entends dans les coulisses que tu peux entendre. J'ai fait un beau montage avec ça, envoie ma candidature à la Ligue. Et ça tombe que j'ai été récipiendaire pour ce trophée-là. Puis je suis quand même fier du reportage que j'ai fait. Ben, c'est clair. Dans le fond, tu as fait l'équivalent au niveau M18 3A de ce que la Ligue nationale puis même le Canadien fait là, dans les dernières années en suivant certains espoirs durant leur année. Toi, en plus, tu peux pas être plus proche de la source de l'information. Tu es dans le char avec eux autres, puis dans l'avion, puis... Fait que même ce qui n'est pas miké, tu es quand même au courant. Ça te donne une vision globale de la situation puis de comment faire ton montage pour bien représenter l'histoire que le jeune a vécue aussi. Là. De suivre ces jeunes-là, c'est un peu le rêve de joueur de hockey que j'ai pas eu, que je vis à travers en suivant ces jeunes-là. De les voir monter, d'avoir du succès puis d'être proche d'eux autres. C'est un peu cette raison-là pour laquelle j'ai décidé de switcher du bord journalistique du hockey. Mm-hmm. Parlons maintenant un peu des différences. Parce que tu couvres différents calibres, différentes ligues, tu fais la description de hockey de différents niveaux. C'est quoi la plus grosse différence entre le M18, la ECHL, la LHJMQ? C'est quoi qui est la plus grosse différence dans le travail de descripteur? Probablement ton vocabulaire. Je n'aurais pas la même analyse dans du M18 avec des joueurs de 15, 16, 17, c'est normal qu'ils vont faire des erreurs. L'erreur que le joueur de 15, 16, 17 va faire, je vais être beaucoup moins sévère que l'erreur du joueur de 27 ans dans le CHL. Mm-hmm. Après ça, une des grandes différences, c'est le style de jeu. Et le M18, c'est des joueurs beaucoup
c'est des joueurs plus jeunes, donc ça va vite, mais c'est quand même structuré parce que c'est les 300 meilleurs joueurs de ce groupe d'âge-là. Après ça, je te dirais le plus facile, entre guillemets, plus facile, ça serait le junior majeur. Les joueurs deviennent un peu plus vieux, puis encore là, c'est dans l'élite. C'est les joueurs, il y en a qui sont repêchés Ligue nationale, qui retournent là. Fait que le plus facile, ça serait le junior. Le plus difficile, ça serait la ECHL. Ah ouais, hein? Puis c'est ironique parce que c'est le plus haut niveau de jeu dans toutes les qualités que je fais, mais ça reste le plus difficile parce que c'est une ligue, c'est des joueurs qui sont en fin de carrière. Il y a des Européens qui arrivent là plus pour s'adapter au niveau de la patinoire. En tant que tel, tu as des joueurs, un joueur qui est trop bon va aller dans la Ligue américaine. Donc, c'est des joueurs qui sont bons, mais juste en dessous de la coche. Donc, c'est beaucoup du jeu de brouillon. C'est souvent, les jeux, ça va être du drop and chase, ça va être, on tente la transversale qui va être coupée. Donc, c'est vraiment plus du jeu de brouillon. Donc, quand même étonnant de dire que la Ligue professionnelle, c'est la plus difficile que j'ai dans une catégorie. C'est, oui, en effet, mais avec la mise en contexte que tu fais, c'est compréhensible aussi, là. Les gars pensent peut-être plus à eux-mêmes au lieu d'un concept d'équipe. Quoique là, cette année, les Lions ont remporté la Coupe Kelly, donc j'imagine que ça devenait de plus en plus facile à faire la description. Plus facile, la plus grande différence entre les Lions qui a eu la saison dernière, qui ont gagné la Coupe Kelly, c'est que dans la première saison, de mémoire, je pense que c'est 80 joueurs qui ont porté l'uniforme. Ouais. C'est ça qui est difficile dans cette ligue-là. Justement, comme je dis, un joueur qui est trop fort monte au niveau supérieur. Donc, c'est des joueurs qui sont bons, mais juste la coche en dessous. Quand ils montent, là, faut que tu en emmènes un. Souvent, j'en ai vu des joueurs qui ont signé des contrats, ils ont joué une game. Après ça, sont libérés. Donc, c'est difficile des fois de créer une cohésion quand ton ailier, c'est un ailier que tu vas voir un match. Le match d'après, ça va être un autre. Après ça, tu peux être sur une séquence. Là, tu vas avoir le même pendant 10 matchs. Créer une chimie. Cette chimie-là, ce joueur-là, il a 7 buts, 8 passes. Il s'en va dans la Ligue américaine. Ouais. C'est ça qui est difficile à gager dans cette ligue-là. Mais... C'est une ligue où il ne faut pas trop que tu t'attaches, mettons. Ouais. Mais c'est pour ça, là, cette année, ça a été une des années les plus stables. Il y a eu des mouvements, il y a des joueurs qui sont montés un peu plus souvent, mais ça a toujours été les 3-4 mêmes gars. Puis le reste, tout le monde était ensemble. Puis là, ça a apparu, ils ont réussi à se rendre loin. Mais là, ça me fait penser. Tu me dis 80 joueurs qui mettent le jersey des Lions de Trois-Rivières. Toi, comment tu fais pour les reconnaître? Parce qu'il faut que tu suives le jeu, il faut que tu sois capable de spotter le gars. Ils sont tout le temps en train de changer. En plus, ils n'ont pas le face d'un magazine puis à la TV constamment, comme c'est le cas dans la Ligue nationale. Dans la LHJMQ, tu as des périodes de temps où est-ce qu'il y a des transactions, donc l'équipe reste l'équipe pendant une bonne partie de la saison. Fait que tu finis par visuellement reconnaître les gars, mais la ECHL, à 80 gars, c'est un alignement de 21, comme que ça roule tout le temps. Comment tu fais pour être quick à nommer les gars, puis à les reconnaître, puis être capable de ne pas être en retard sur le jeu constamment? Premièrement, je te dirais être descripteur. Quand le match commence, t'es dans un monde parallèle. Le match commence, là, je suis focus dans ma bulle, puis pour vrai, essaye de me déranger, vas-y mon chum, tu seras pas capable. Souvent, je vais donner quelques exemples tantôt du vécu, mais souvent, l'équipe à domicile qui est les Lions, j'y connais beaucoup. Après ça, le warm-up, je regarde le warm-up, je suis la tête, je regarde, je vois, OK, lui est gaucher, lui est droitier, lui c'est le seul qui a des patins rouges. Rendu là, tu te fais des codes dans ta tête. Quand la game commence, on dirait que je connais tout le monde. Quand la game finit, ça se peut que j'oublie le gars qui a signé pour un match, ça se peut que je l'oublie, mais je sais pas, mais quand le match commence, on dirait qu'il y a une switch qui s'allume, que là, je connais tout le monde. On dirait que tu me nommes. On dirait que tu me nommes Paul Carrier avec son fameux but. Je sais pas si tu vas avoir le référent, mais tu sais, qui s'est fait knocker par Scott Stevens, puis il est revenu, commotion cérébrale, il est revenu, il a scoré un but, puis il se souvient
zéro du restant de la game. Là. Fait que tu me fais un peu penser à ça, mais au niveau descripteur, tu sais, de dire, OK, là, je rentre, mode focus, je connais tout le monde, puis là, la game finit, puis ça, tu sais, pas que ça disparaît, mais que tout d'un coup, cette information-là n'est plus pertinente, donc elle peut repartir, tu sais. Ouais, puis tu sais, là, si tu veux qu'on tombe dans le côté anecdotique, Ouais, vas-y. ma loge au Lyon, mon box, Ouais, juste à côté, tu une loge de partisans. OK. Puis c'est mon box, à peu près pseudo de plexiglas, une clôture, puis les partisans à côté. Uh-huh. Tu sais, souvent, ça arrive, là, une gang de chums qui sont un peu éméchés. À côté, j'en ai vu, ils se mettent là, puis tu sais, ils essaient de faire des Ouais. batailles, puis parler. J'y vois pas. C'est déjà arrivé dans un aréna que un parent soit un peu désagréable, qu'il fasse une scène. Puis quand ils me l'ont, ça s'est passé juste à côté de moi. Puis ils me l'ont raconté après le match. Puis moi, je leur disais, écoute, je te crois, mais j'ai zéro été conscient de ça, là. Fait que, Je te dis, quand je décris un match, là, je suis dans ma bulle, là, c'est à un autre niveau, là. focus comme pas à peu près, là. Est-ce qu'il y a encore des choses qui te stressent avant de décrire un match? T'as toujours le papillon, t'as toujours la bulle, puis je pense que c'est important que tu l'ailles. Parce que si tu l'as pas, on dirait que je veux jamais être au-dessus de mes affaires. Tu sais, je vais toujours faire mes devoirs, d'aller voir chaque. Je connais tout le monde, mais je vais quand même toujours aller voir mes alignements. J'ai toujours un petit stress quand même, tu sais, quand il embarque, OK, là, je regarde, je suis correct, là, starting five, je connais les noms. Oui, il y a toujours un petit stress, mais une fois que la game commence, il disparaît. Ouais. Y a-tu des affaires qui ont pas de bon sens qui arrivent? Puis là, ben, faut que tu fasses. Parce que t'es tendon, faut que tu fasses du temps. Je te raconte vite fait, là, tu iras écouter l'épisode avec Anthony Marcotte. Si les auditeurs ne l'ont pas entendu, c'est malade. Anthony Marcotte, il est, je sais pas trop où, en Caroline du Sud, puis il y a une alerte à la tornade. Tout le monde, dans le locker room des clubs pour être enfoncé sous terre le plus possible pour être protégé. Fait qu'après ça, faut que tu reviennes, tu sais pas quand est-ce, puis là, t'es en onde, puis t'as pas d'infos. Il me raconte aussi un match au Cap-Breton, une affaire comme ça, un vétéran de l'armée sur le tapis, cérémonie d'avant-match qui se plante, là, mais qui se fait en tête. Là. Puis là, silence de mort dans l'aréna, tu te demandes si le monsieur de 90 ans, il est encore en vie. Fait que des affaires comme ça, toi, t'en as-tu vécu des trucs où est-ce qu'il faut que tu fasses du temps, où il se passe des affaires qui ont pas de bon sens sur la glace ou dans l'aréna, puis que t'es obligé, toi, de dealer avec? J'ai vu l'épisode avec Anthony où j'ai entendu la séquence. J'ai jamais vécu quelque chose aussi élevé que ça. Ouais, mais t'es dans la East Coast League, là. C'est moins élevé, c'est correct. C'est même pas dans l'East Coast, c'est surtout dans le N18. Moi, le pire, c'est les blessures. OK. Tu sais, N18, c'est un jeune de 15-16 ans. Par respect pour la famille, tu sais, ça ne tente pas de focusser puis se mettre à parler, qu'est-ce qui se passe, comment qui. Mais tu sais, c'est déjà arrivé qu'un qui se casse la cheville. Faut que tu fasses du temps, le temps que l'ambulance arrive, l'embarque, quitte sa glace. Là, tu sais, faut que tu fasses du temps. Fait que là, tu lances des statistiques, tu fais un tour global un peu du match en tant que tel, tu lances les prochains matchs, tu essaies de mettre la table pour les prochains matchs. Sinon, des situations pour faire du temps, c'est pas sur une situation qui arrive sur la glace, mais c'est arrivé, j'étais avec Mathieu Bond, donc à BPM Sport pour les Lions. On est censé avoir une entrevue qui se passe au banc des joueurs avec un joueur, je ne me rappelle plus c'est quel, je pense que c'est... je me rappelle plus c'est quel rapidement de même. C'est pas grave. Je pense que c'est Miguel Tourigny. OK. Puis on commence l'entrevue. Il met son casque, on lui pose la question. Nous, on voit que ses lèvres, il bouge. Lui, il a entendu notre question, mais nous, on n'entend pas de bac. OK. Fait que là, tu comptes 1, 2, 3. OK, il y a un black, on n'entend pas. L'entrevue est finie, il n'y en aura pas. Fait que là, tu tombes dans l'entraque que tu avais une entrevue nous autres dans notre planning parce que faut dire que quand tu fais de la radio, faut que tu aies ton planning, comment il est fait, qu'est-ce que tu dis, quoi, les blocs pour les pubs.
Fait que nous, on avait prévu faire l'entrevue pendant cet entraque-là, mais l'entrevue, là, elle vient de prendre le bar. Là, t'as un 10 minutes qu'il faut que tu comptes que c'est plus ce que tu avais prévu. Let's go, on tombe puis on se met à jaser de la game. On sort une histoire par rapport à l'équipe adverse. On a fait notre 10 minutes. Nous, après ça, à part le 3 secondes de délai, ça n'a jamais paru. Et il a fallu qu'on deal avec ça. Ah oui, c'est clair. T'as pas le choix, de toute façon. Sinon, tu tournes les pouces puis tu trouves le temps long. Mais puis... c'est ça, mais c'est parce qu'en même temps, tu peux pas raconter n'importe quoi. Ce que tu dis, tu sais, on est à BPM, le Grand Montréal t'écoute. Mhm. Tu peux pas sortir n'importe quoi de bâtard, là. Faut que tu réagisses vite, mais il faut que ça ait du sens, il faut que ça soit véridique ce que tu dis. Non, ça, tu parlais de stress tantôt. Ouais. Ça, sur le coup, ça en a été une vague de stress. Mhm. Une autre vague de stress, ça a été... on avait des problèmes, tu sais, nous autres, on est à Trois-Rivières, le studio est à Montréal. Tu parles par texto au gars qui est en studio, mais il était pas capable de nous brancher online. Il restait 2 minutes avant la game. On cherchait, c'est le réseau, est-ce que c'est le réseau, est-ce que c'est nous qui sommes mal connectés? Et ça a fini, je pense, 47 secondes avant de rentrer en onde qu'on a réussi à régler le problème. Puis là, Ah, les Comrex pis ces affaires-là, c'est ça. C'est pas encore 100% fiable, hein, si tu veux que je te dise. ouais. C'est. Puis, tu sais, moi, pour avoir fait du coaching aussi avec des gens qui se lancent en podcast, je leur dis tout le temps, tu sais, si toi, tu peux voir la caméra peut te voir. Mais ça s'applique aussi au micro, en ce sens que, dans le fond, il faut tout le temps que tu fasses attention à ce que tu fais ou ce que tu vas dire quand il y a un micro. Là, tu dis, tu sais, tu viens de nous raconter, le micro de l'interviewé fonctionne pas. Toi, il faut que tu compenses, il faut que tu fasses du temps. Mais tu peux pas juste dire n'importe quoi. Tu sais, on a vu là, des séquences où est-ce que les micros à RDS, à Cogeco, whatever, qui sont ouverts alors que les gars pensent pas. Toi, c'est une de tes phobies. Moi, c'est une de mes phobies de dire des affaires dans les micros en pensant qu'ils sont fermés et qu'ils seraient peut-être allumés. Toujours peur. J'ai vu des personnes, à leur insu, c'est arrivé, puis que ça a fait des vagues. C'est toujours une affaire que je crains. Mon micro, est-ce qu'il est fermé? Même dans l'entraque, des fois, on lance des pauses. Est-ce qu'il est fermé? Ouais. Qu'est-ce qui est difficile? C'est, je sais pas si tout le monde est au courant, mais mettons qu'on est à la radio. Pendant qu'on parle, t'as le gars qui est en studio mettons à Montréal, qui te parle dans les oreilles, Dans le queue là, qu'on appelle. qui va te lancer des cues pour les prochaines pubs, ou mettons que tu lui demandes de mettre un extrait, mais là, c'est là qu'il te parle. Donc là, tu es en train de parler, puis là, en même temps, il faut que tu entendes ce que le gars dans le studio, il dit dans les oreilles, puis pendant les pubs, on y répond. Mais là, t'es comme, est-ce qu'il a vraiment fermé son micro pour que j'y parle ou non? Mhm. C'est sûr, il y a toujours une crainte. Ça m'est jamais arrivé. J'espère que ça m'arrivera jamais. Mais tu penses toujours, OK, est-ce que le micro il est fermé? C'est toujours la chose numéro 1 que je fais. Ah, moi, c'était ma phobie quand j'étais en onde, puis tu sais, quand j'ai fait des descriptions de match. Excuse-moi, mais même quand que je parle à mon collègue, là, c'est le micro il est ouvert, puis là, on se parle. Après ça, je leur descends, mais je prends jamais de chance avec ça. Ouais, t'as pas le choix. Je veux continuer sur les Lions parce que ça m'intrigue bien gros. T'sais. Le niveau ECHL, c'est le club école du club école. Je veux savoir, toi, en tant que descripteur, tu connais la communauté, tu connais l'organisation. Comment c'est perçu par les gens de Trois-Rivières, les Lions? Est-ce que c'est hot d'être... est-ce qu'il y a beaucoup de partisans à Trois-Rivières des Lions ou les gens sont quand même plus vers le Canadien parce que c'est le gros club? Je dirais qu'il y a eu un clash entre les 2 dernières saisons. Ah oui? Après l'épisode où est-ce que l'équipe a failli partir du circuit. En première moitié de saison, c'était presque vide dans l'aréna. Puis, je pense que c'était le 2 avril de cette année-là, qui était comme la date butoir. Puis, à partir de ce moment-là, ça s'est mis à se remplir. Okay. Le match après qu'ils ont annoncé que les Lions restaient, c'était presque ça le comble. C'est resté de même jusqu'à la fin de la saison. Puis, l'autre saison d'après, on dirait qu'ils ont comme gardé le beat. Fait que la peur de perdre le club a redonné un peu de visibilité à l'équipe. Puis là, les partisans se sont mis comme on veut pas la perdre, fait qu'on va y aller.
Mais je te dirais que les premières saisons, c'était plus difficile, mais vraiment, là, à ce moment précis-là, là, les gens ont commencé à avoir un peu plus d'intérêt pour l'équipe. Ouais. Puis, tu sais, on parlait des 80 joueurs dans la même saison. J'imagine que, tu sais, acheter un chandail des Lions, ça doit pas être tentant de mettre un nom en arrière, là. Un nom d'un joueur. Ouais, ça se peut que tu l'achètes pour une game. Là. Je me fais réflexion là. Je m'excuse, les Lions. Sinon, même au niveau des joueurs, comment est-ce que c'est, tu sais, selon toi, là, ce que tu entends de leur part, si tu les croises, comment est-ce que c'est perçu d'être un Lion? Est-ce que les gars, ils veulent être là? Est-ce qu'ils veulent passer dans... Parce que c'est ça, c'est le club-école du club-école. Tu disais tantôt, c'est des gars qui sont en fin de carrière ou qui rêvent à d'autres choses. Fait que c'est quoi l'ambiance du côté des joueurs par rapport aux Lions? C'est quand même une famille tissée serrée. Ah Moi, ouais, je me hein? souviens, mon entrevue préférée que j'ai faite en carrière, c'est avec Cédric Montmigny, et justement encore là pour BPM. C'est juste avant qu'ils perdent l'équipe. Moi, je suis là, le kid de 19 ans. Cédric, c'est la mi-saison, fait-nous un peu un bilan. Puis les bruits couraient. Puis l'émotion qu'il m'a donnée quand il a répondu à ma question, j'ai encore l'entrevue dans mes enregistrements sur mon cell. Il y avait vraiment de l'émotion. Puis les gars, on est là dans la chambre, on entend le bruit, mais on est ensemble puis on veut jouer pour Trois-Rivières. OK. Puis même si cette année, ça a apparu. Les joueurs, ils étaient ensemble. Oui, il y en a qui ont des ambitions d'aller jouer plus haut. Il y en a qui sont là de passage pour une saison, mais on dirait que la saison, le moment qu'ils sont là pour cette saison-là, ils se donnent à fond. Mm-hmm. C'est la 5e saison qui s'entame pour les Lions de Trois-Rivières. Est-ce que tu as entendu parler de trucs spéciaux là, qui vont être faits pour souligner cette saison-là spéciale? Je sais qu'il y a des choses qui sont en préparation, il y a des choses qui ont été dévoilées. Moi, malheureusement, le contrat n'a pas été renouvelé pour la saison. OK. Fait que je ne serai pas là pour la saison, mais oui, j'ai vu, puis on me dit qu'il y a des choses qui allaient se passer OK. pour la 5e saison. Un gros merci, Richer, pour ton temps d'être passé sur le podcast Les Glorieux. Je te remercie pour ton temps. Je remercie aussi les auditeurs qui ont été de la rencontre, qui ont été à l'écoute pour... Je suis en mode hockey. C'est une game. Bon. Donc, gros merci, Richer. Gros merci à tout le monde d'avoir été là. Puis, je vous dis à la prochaine pour un autre épisode du podcast Les Glorieux. Bye bye tout le monde!